Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'article 28 du RGPD, le sous-traitant. Alors, tu vas voir, cet article est long. Je crois qu'on a 10 points qu'on va pouvoir analyser, voilà, ensemble. Si jamais la vidéo est méga trop longue, je la cutterai en plusieurs parties. Et sinon, si je me sens de la faire d'un coup, eh ben écoute, je t'inviterai à faire des pauses pour que ta concentration ne soit pas perdue et que tu divagues pas dans tes pensées pendant que tu essayes de travailler sur le sujet. Ce qu'on va faire, j'y ai pas pensé avant. Est-ce que d'abord je lis les considérants ou est-ce que d'abord je fais l'article? Je pense que ça vaut le coup de démarrer d'abord avec le considérant. Parce que les considérants, en général, ils sont vachement plus clairs, ils sont vachement plus accessibles a priori pour se motiver. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec le premier considérant. Je vais zoomer si jamais je suis pas en train de zoomer. Je vais zoomer et on va commencer à lire ensemble. Afin que les exigences du présent règlement soient respectées dans le cadre d'un traitement réalisé par un sous-traitant et pour le compte du responsable de traitement, lorsque ces derniers confient des activités de traitement à un sous-traitant, le responsable de traitement ne devrait faire appel qu'à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisferont aux exigences du présent règlement, y compris en matière de sécurité de traitement. Donc là, on est d'accord que ce qu'on dit, c'est simplement que le responsable de traitement doit faire appel à un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes en termes de connaissances, de mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles qu'on lui confie. Ni plus ni moins que ça. Globalement, ça veut dire, c'est exactement ce que ça veut dire. Tu te souviens, les mesures techniques et organisationnelles, on les a déjà vues. Les mesures organisationnelles, c'est celles concernant la méthodologie de la conformité RGPD. Je t'invite à voir les vidéos quelque part que j'aurais mis autour de cette vidéo. Enfin, je t'invite à voir la playlist de la méthodologie de la conformité RGPD que je te mettrai autour de cette vidéo pour que tu puisses récupérer les informations. Et on parle des mesures techniques. Encore une fois, tu te souviens, on avait fait une petite vidéo sur le guide de la CNIL, sur la cybersécurité de la CNIL. Ce guide, évidemment, il est là. Et je t'invite à aller voir pareil la vidéo qui sera quelque part pour te parler en détail de ces mesures techniques et organisationnelles pour protéger la donnée personnelle qu'on nous confie. Voilà. Du coup, l'application par un sous-traitant d'un code de conduite, tu te souviens, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, d'un code de conduite approuvé ou d'un mécanisme de certification approuvé peut servir à attester du respect des obligations incombant au responsable de traitement. Ça veut dire que si ton sous-traitant il a un code de conduite ou une certification, un mécanisme de certification, mais s'il a en tout cas un code de conduite qui centralise toutes les mesures organisationnelles et techniques qu'il met en place pour protéger les données personnelles qu'on lui confie, si ton sous-traitant il vient avec ce doc et qu'il dit tiens, bah ça te permet déjà d'accéder plus facilement aux informations, mais ça permet de te dire ok, a priori, il a l'air d'utiliser les données personnelles qu'on lui confie avec le même soin que moi, j'utilise les données personnelles qu'on me confie, donc je peux lui faire confiance, il respecte le RGPD. Sous réserve de bien analyser ce qu'il y a dans son code de conduite et que son code de conduite ait du sens, hein, que ça soit pertinent, évidemment. D'accord? La réalisation d'un traitement par un sous-traitant devrait être régie par un contrat ou un acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre liant le sous-traitant au responsable de traitement. En gros, quand tu confies la donnée personnelle d'un humain à ton sous-traitant, il faut que tu aies un cadre juridique qui te dise dans quelles conditions tu confies les données personnelles à ton sous-traitant, comment il les utilise, parce que toi, tu es responsable auprès de la personne concernée, comment tu utilises les données personnelles qu'on te confie, mais comment tes sous-traitants les utilisent également. Donc c'est important que vous ayez un cadre qui définisse bien justement les responsabilités de chacun en disant le responsable de traitement est responsable de
ce scope-là. Le sous-traitant est responsable de ce scope-là. On a bien confié telle mission au sous-traitant, donc du coup, s'il se passe un truc, c'est dans son champ de compétences à lui et pas celui dans le champ de compétences du responsable de traitement. C'est important d'avoir ce cadre clair, tout simple, écrit en français, qui répartit les responsabilités et les missions de chacun. Et ça, effectivement, c'est ce qui est surligné en violet c'est ce que, oui, ouais, c'est ce qui est surligné en violet, de mettre simplement dans un contrat ou un acte juridique l'étendue des responsabilités et des missions de chacun. Donc, ce contrat, il doit définir l'objet et la durée du traitement, la nature et les finalités du traitement, jusque-là rien de délirant, le type de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées, en tenant en compte, en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques du sous-traitant dans le cadre du traitement à effectuer, et en tenant compte du risque pour les droits et libertés de la personne concernée. Donc jusque-là, rien de délirant. Ton contrat avec tout sous-traitant doit contenir l'objet et la durée de ton utilisation de la donnée personnelle, expliquer pourquoi tu utilises la donnée personnelle, quels sont les types de données à caractère personnel que tu collectes, que tu utilises, quelles sont les catégories de personnes concernées, si c'est des personnes mineures, si c'est des salariés, si c'est des personnes non mineures ni salariées, par exemple. Voilà, ça, c'est les catégories de personnes concernées. Et en tenant compte, évidemment, c'est ce que je te disais, des tâches et des responsabilités, donc de tes missions et de tes responsabilités qui te sont identifiées et confiées. Donc voilà. Donc ça, franchement, rien de délirant. On est sur un contrat qui doit bien expliquer comment vous avez réparti les responsabilités et les missions que vous avez. Ouais, je vais pas finir cette phrase parce que je n'y arriverai pas. Le responsable de traitement et le sous-traitant peuvent choisir de recourir à un contrat particulier ou à des clauses contractuelles type. Clauses contractuelles type, tu penses bien, évidemment, que dans mon guide du sous-traitant, d'où on va avoir une vidéo YouTube ensemble, c'est d'une logique sans nom, tu vas avoir un petit modèle que je vais analyser avec toi. J'arrive pas à me rendre compte si le bruit des pages qui tournent, ça va être une angoisse pour vous à regarder, à écouter. Voilà, je suis désolée, mais je ferai attention la prochaine fois. Ici, vous allez voir, on va étudier un exemple de clause contractuelle pour voir un petit peu comment ça fonctionne, cette chose-là. Donc, je reviens. Le responsable de traitement et le sous-traitant peuvent choisir de recourir à un contrat particulier. Ça vaut pour, si vous avez pas mal de responsabilités, pas mal de données ou pas mal de spécificités, ça vaut le coup de faire un contrat spécifique et particulier à ça. Ou alors, si c'est quelque chose d'assez classique, d'assez fluide, simplement des clauses contractuelles type pour bien encadrer votre relation. Donc, ces clauses contractuelles type qui sont adoptées soit directement par la commission, celle évidemment que je vais te présenter, soit par une autorité de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence, puis par la commission. Ça, oublie. C'est de la popote juridique, on verra plus tard quand on sera sur le sujet dans notre chapitre 7 et 8, ou 6 et 7. Tu sais, là, mon chapitre sur les autorités de contrôle, là, que ça m'angoisse déjà de me projeter vers les vidéos YouTube pour vous sur ce sujet. Ouais, le chapitre 6, ouais, c'était le 6 et 7, parce que le 8, c'est sur les voies de recours. Après la réalisation du traitement, pour le compte du responsable de traitement, ok, donc après l'utilisation de la donnée personnelle pour le compte du responsable de traitement, le sous-traitant, pardon, je refuse mon ordi, le sous-traitant devrait, selon le choix du responsable de traitement, renvoyer, supprimer les données à caractère personnel qui lui ont été confiées, à moins que le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le sous-traitant est soumis n'exige la conservation des données à caractère personnel. Ça veut simplement dire que quand le sous-traitant a fini de faire son job, soit il supprime les données personnelles qui lui ont été confiées, soit il les renvoie au responsable de traitement, ou ça se trouve, la mission pour laquelle il s'était engagé, il y a une disposition juridique qui impose que les données personnelles confiées au sous-traitant soient conservées un certain temps, même au-delà de la réalisation de sa mission. Ça dépend du droit de chaque État membre présent au sein de l'Union européenne. Donc voilà ce petit considérant, je trouve qu'au final, il est pas si mal français, pas si mal écrit, assez accessible. Donc je pense que ça va nous aider pour la suite avec cet article 28.
Du coup, là, on va redémarrer ensemble. Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable de traitement, celui-ci fait appel uniquement à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée. Bon, bah, jusque-là, je pense que c'est clair. On est d'accord? Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite, préalable, spécifique ou générale du responsable de traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable de traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable de traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements. Pourquoi on a dit ça? Parce que quand tu contractes avec un partenaire commercial, tu contractes avec ce partenaire commercial-là pour une raison particulière et pour une raison spécifique. Soit c'est de l'humain, soit c'est la confiance, soit c'est une expertise sur un sujet, ou soit par exemple quand tu contractes avec un partenaire qui est une filiale d'un énorme groupe, bah, tu as peut-être plus confiance à l'humain de la filiale A que à l'humain de la filiale B, par exemple, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose où quand tu contractes, c'est vraiment, je vais pas dire le mot juridique, mais c'est vraiment par rapport à la personne en face, par rapport à l'humain pour cette personne-là spécifiquement, ou cette entreprise-là que tu contractes. Et donc, du coup, tu peux pas transférer ta confiance ou la mission sans informer l'autre partie à une autre personne. Parce que toi, t'as pas forcément la connaissance de cette autre personne, t'as pas forcément confiance en cette autre personne, et ça se trouve, cette autre personne, c'est bête, mais c'est un concurrent. Et il y a des choses comme ça qui se font. Et donc, en fait, pourquoi on veut faire en sorte que le responsable soit au courant lorsque le sous-traitant veut confier une partie de son utilisation des données personnelles à quelqu'un d'autre? Parce que ça permet au responsable du traitement déjà de savoir où sont les données personnelles que un humain lui a confiées. Ça lui permet de savoir qui les a et ça permet de dire, moi, en fait, je maîtrise la donnée personnelle qu'on me confie, je veux pas la partager à tel ou tel organisme parce que ils ont je sais pas moi, ils ont justement pas d'engagement éthique, ils ont pas un accord sur certaines valeurs qui sont importantes, etc. Il y a vraiment tout un tas de raisons qui fait que c'est important de savoir à qui tu confies les données personnelles et donc du coup tu as le droit et tu as voilà, cette nécessité de savoir et de pouvoir dire non, je refuse de confier mes données personnelles, celles de mes salariés, celles de mes clients, peu importe, à tel prestataire puisqu'on n'est pas raccord sur certaines valeurs, patati patata. Ou sur d'autres sujets, hein, où ils sont pas compétents, enfin il y a vraiment tout un tas de raisons qui fait que c'est important de savoir que ton sous-traitant, s'il veut confier une partie de son activité, il faut qu'il t'en informe et il faut surtout qu'il t'en demande l'autorisation parce que ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves en fonction du sujet et la personne à qui on a confié le sujet. Si c'est pas clair, tu me dis en commentaire, je ferai un petit point